Bonjour Claire Ponté et bonjour Antoine Tepo. On excuse Ingrid Lercher qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Vous avez écrit pour La Pensée et on vous en remercie dans le numéro 413 un article qui s'appelle Des écoles vitaminées en EPS, pourquoi pas partout? Voilà. Donc vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et cet article donc est disponible dans le dernier numéro 413 de la revue La Pensée, qui se trouve aussi bien disponible à la Fondation Gabriel Péry pour l'achat à l'article que sur la plateforme Kern pour le téléchargement numérique à l'article et pas au numéro, j'ai inversé. Alors, première question, comme il est de coutume, puisqu'on pose trois questions aux auteurs. Votre article présente une recherche-action sur l'EPS, l'éducation physique et sportive à l'école primaire, conduite par des universitaires et deux syndicats de la FSU. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Alors, c'est moi qui réponds, c'est plutôt moi qui ai une casquette syndicale. Euh, mais la première motivation, elle était syndicale. On, on sait donc depuis longtemps que l'éducation physique n'est pas enseignée à l'école primaire à la hauteur de ce que demandent les programmes, puisque c'est 3 heures officielles et on sait qu'on tourne autour de 1h30, 2 heures. Mais le problème est qu'au lieu de prendre des mesures ambitieuses pour l'école, le ministre précédent, Blanquer, a pris toutes les mesures qui dégradent la situation, à commencer par la réduction de la formation, un discours très confus sur le rôle de l'école avec des objectifs comme bouger 30 minutes ou des projets qui délèguent beaucoup de l'éducation physique à l'extérieur. Et il a continué de mettre une super pression sur les maths et le français. Et donc, l'idée était d'essayer de prendre le problème autrement et de dire, mais si on voulait, on pourrait. Si on voulait faire de la bonne éducation physique, on pourrait. La preuve, ça existe. Donc, nous, par expérience, on savait que des écoles réussissent à assurer l'éducation physique à la hauteur des programmes avec un projet, une dynamique de projet d'école autour des activités physiques et sportives. Cette enquête, l'objectif était d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces écoles vitaminées de façon à pouvoir dire ensuite, ben, voyez, si ça marche dans ces écoles-là, pourquoi pas partout? Et pour que le travail soit de bonne qualité, nos syndicats, le SNEP et le SNUPP, ont choisi d'associer des chercheurs. Voilà, c'est l'origine du projet. Alors, pour les non-initiés de l'éducation nationale, je rappelle que le SNUIPP, c'est le syndicat FSU des enseignants du premier degré, le SNEP, le syndicat FSU des profs d'éducation physique et sportive. Voilà. C'est ça. Alors, deuxième question, quels sont les critères de ce que vous appelez les écoles vitaminées où le PS dans le premier degré semble trouver sa place et permettre les apprentissages des élèves? Alors, l'idée d'école vitaminée, c'est un label syndical, c'est une appellation un peu slogan. L'idée était d'aller chercher, d'enquêter dans des écoles qui répondaient au moins à 3 critères. La première, c'est une éducation physique enseignée par les professeurs des écoles eux-mêmes ou elles-mêmes, et non pas déléguée à des intervenants extérieurs. Euh, la deuxième, c'était de faire au moins une séance par jour en maternelle qui correspondent au programme et au moins 2 séances par semaine en élémentaire. Et on souhaitait aller voir des écoles où il y avait un travail d'équipe, donc on demandait qu'il y ait une programmation des activités physiques. Voilà, c'était le minimum pour pouvoir être une école vitaminée. Évidemment, après, sous forme d'entretien, ben, on a retenu que ces écoles-là. Parfois, on a dit, ben non, il y a de la bonne EPS dans votre école, mais il y a beaucoup trop d'intervenants, donc vous ne rentrez pas dans notre catégorie. Donc ça, c'était nos critères de départ. Ensuite, quand on a analysé, eh bien, on trouve plein de points communs intéressants pour toutes ces écoles. Le premier point commun qui est important, c'est que l'immense majorité, en tout cas, ils ont des équipements très proches. C'est-à-dire ils ne perdent aucun temps. Et à l'occasion de cette enquête, on s'est aperçu que la durée du temps scolaire très contraint était un vrai problème pour les profs d'école quand il y a la pression des maths et du français, quand il y a la nécessité de se déplacer. Et en fait, la quantité d'éducation physique est directement liée donc aux équipements et au fait que en fait, les 3 heures de PS officielles, elles ne sont pas faisables matériellement parce qu'il faut déduire les temps de récréation, il faut déduire les temps de transition. Donc, en fait, on culpabilise les enseignants et les enseignantes, alors que c'est impossible de faire les 3 heures officielles. Donc,
on est allé fouiller un peu plus loin et on s'est aperçu aussi, par exemple, que ces écoles-là, elles avaient toutes, pour réussir à faire une bonne éducation physique, elles faisaient beaucoup de rencontres sportives, grâce notamment à l'union sportive de l'école primaire, l'UCEP, qui est l'équivalent de l'UNSS dans le second degré, ou presque, et qui permet aux enseignants de faire des rencontres et de finaliser leurs projets d'enseignement de façon à la fois ça motive les élèves et ça motive les enseignants. Et puis, quelque chose que l'institution ne demande pas du tout, dans ces écoles, dans 63% de ces écoles, il y avait une personne ressource EPS, c'est-à-dire une, une enseignante ou un enseignant un petit peu plus qualifié que les autres en éducation physique, qui embarque l'équipe et qui motive et qui prend en charge et qui dynamise l'équipe. Dernier critère assez intéressant aussi parce que ça n'est pas du tout inscrit dans les programmes, c'est l'idée de co-intervention. Les enseignantes, un peu impressionnées par l'éducation physique, par l'enseignement de l'éducation physique, dans beaucoup de ces écoles, elles vont à deux et il y a une réelle co-intervention en éducation physique entre enseignants. Alors, dernière question, à un niveau plus général, il me semble que votre article pose plus fondamentalement la question de la place de l'EPS dans les programmes, la question du rôle de l'école dans l'accès à une culture commune, ici la culture physique, sportive, artistique, et son lien avec d'autres instances d'éducation. Voilà, donc du coup, j'interviendrai sur cette question de la discipline scolaire en précisant bien que l'éducation physique et sportive est une discipline comme les autres et qui fait partie de l'ensemble de la culture scolaire. Et donc ici, c'est posé clairement la question, mais qu'est-ce que serait une formation scolaire, une formation à l'école sans la question de l'éducation physique et sportive? Et si on revient sur des travaux un peu anciens de Michel Develay qui précisait que chaque discipline scolaire renvoie à un certain nombre de connaissances et de grandes questions que se pose tout individu sur le monde qui l'entoure, etc., eh bien, toutes les disciplines y participent. Mais l'éducation physique et sportive, c'est clair, ne peut trouver sa place au sein de l'école que si elle est adaptée aux conditions de l'école primaire. C'est-à-dire que cette éducation physique et sportive ne doit être ni simplement hygiéniste sur le développement de la santé, ni uniquement une éducation sportive, mais elle est vraiment intégrée dans la culture de l'école. Et donc d'ici, par exemple, quand on dit qu'à l'école, il s'agit par exemple d'apprendre à parler, mais qu'apprendre à parler, maîtriser la langue française, c'est dans toutes les disciplines scolaires, eh bien, l'éducation physique et sportive va participer à cette question donc de l'apprentissage de la langue française au même titre que les autres disciplines. De la même façon, quand on dit que l'éducation physique et sportive assure le développement d'un certain nombre de valeurs qui sont prônées au sein de l'éducation nationale, telles que, par exemple, la coopération, le respect des règles, le respect des autres, etc. Ça ne peut se faire effectivement que dans le cadre scolaire et en relation donc avec les autres disciplines. Et c'est vrai que de ce côté-là, l'éducation physique et sportive a une coloration un peu particulière, à savoir qu'effectivement, la question du respect de l'autre, eh bien, quand ça se fait dans le cadre des jeux sportifs collectifs, ça prend une toute autre dimension. Même chose pour ce qui concerne le respect des règles, eh bien ça, c'est vécu effectivement dans une dimension particulière qui ajoute une coloration spécifique et c'est ce qui fait la richesse de ce qui s'apprend en éducation physique à l'école. D'où l'importance de cette discipline dans le cadre scolaire qui vise à réduire à la fois les inégalités territoriales, les inégalités de genre et également les inégalités de culture. Voilà, parce que comment dirais-je, les activités physiques et sportives font partie, c'est une culture corporelle que tous les enfants doivent s'approprier au même titre que, à un niveau, euh, comment dirais-je, identique pour tout le monde. Merci beaucoup. Évidemment, il ne s'agit là que des prémices de l'article qu'on invite chacun à aller voir dans le détail. Et merci à vous et à bientôt pour de nouvelles lectures.